Bon, bah, c'est plus fort que moi. J'ai trop besoin de parler. Et même si il y a trop d'ego, même si je nourris des formes, je nourris des croyances, je polarise, j'associe une émotion positive ou négative à un concept, et bah tant pis, c'est pas grave. Personne n'est parfait. On est là pour apprendre. Et puis, si on doit se prendre des revers de bâton dans la tronche, et ben, de toute façon, on se les prend. Mais j'ai trop besoin de parler. Euh, hier, j'ai... Je me suis encore une fois de plus rendu compte dans quel monde, mais de folie, on vivait. Et j'ai trop besoin de le partager parce que... euh, en soi, c'est un fardeau. Si je le garde pour moi, ça devient un fardeau. Ça devient quelque chose que je subis. Alors que si je le partage avec d'autres personnes qui ont eu les mêmes ressentis que moi, eh ben, en fait, je fais circuler l'information et ce qui pourrait se transformer en fardeau devient juste un échange. Et c'est ça dont je me suis aperçue grâce aux vidéos et aux commentaires, c'est que en fait, bah, j'étais pas seule à être folle. Et que le fait d'entrer en contact avec d'autres fous, c'est une façon de parler bien sûr, et ben ça permettait d'éliminer tous les résidus de doute qui pouvaient subsister et qui pouvaient empêcher ou freiner le processus de contact avec soi-même. Alors je vais partager ce que j'ai observé hier avec stupéfaction. Et vraiment, j'avais l'impression que c'est comme si je sortais de l'œuf. Encore une fois de plus, je sors encore de l'œuf. J'atterris à nouveau sur Terre. Moi, ça fait 35 ans que j'atterris sur Terre. Enfin non, ça fait que 4 ans que j'ai commencé plus ou moins à atterrir. Mais l'atterrissage était un peu casse-gueule. Mais encore aujourd'hui, j'atterris encore. Enfin, je ne cesse d'atterrir, quoi. Alors des fois, il faut aussi que je décolle un peu, c'est ça qui est pas évident. Des fois, tu es trop enterré dans la terre, tu es trop focalisé sur des problèmes ou sur des obsessions et tu as du mal à décoller. Mais bon, là, pour le coup, j'ai atterri, quoi. En fait, j'étais à une sorte de petit concert, à une soirée dans un lieu associatif. Et il y avait un groupe de musiciens qui venaient d'Amérique du Sud, qui en termes musicalement parlant étaient doués. Franchement, je n'avais pas à redire. La qualité de la musique était au top. Mais j'étais observatrice. J'avais pas envie de danser. J'avais pas envie de participer. Je sais pas pourquoi. J'étais pas intéressée. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de festif. Et je rate pas une occasion de rigoler, même de danser et partager de la joie et de l'allégresse. Je ne manque jamais une occasion pour ça. Mais là, non, j'avais pas envie. Et j'ai observé et j'ai assisté à un spectacle. Je ne vais pas dire effroyable, parce que si je disais que c'est effroyable, je mettrais une connotation émotionnelle. J'étais simplement observatrice. Il n'y avait pas de dimension dramatique à ça. Mais tout ce que je pouvais canaliser comme information à un moment donné devenait réalité. C'est-à-dire se manifester devant mes yeux. Et en fait, je constatais que ce que je ne percevais que, on va dire, informationnellement parlant, était réel. Alors c'est peut-être moi qui le rendais réel. Mais en tout cas, j'assistais à ce que je savais. Enfin, je constatais ce que je savais. Et je dis ça sans prétention parce que je veux dire que je ne suis pas séparée de ce que j'observe. On peut pas, quand on juge par exemple quelqu'un, c'est qu'en fait on se juge soi-même, sauf qu'on n'arrive pas à comprendre que on est en train de se voir à l'extérieur. Donc on crée le jugement.
Donc là, je ne peux pas avoir de prétention à observer et décrire ce que je m'apprête à décrire, puisque je suis partie intégrante de la scène et que ce que je perçois, ça résonne en moi. Donc c'est que je suis aussi dans ce que j'observe. Okay, j'ai assisté à un spectacle de zombies de morts-vivants. J'ai vu ce que c'était qu'une âme errante. Alors, je n'ai pas Ah. Le seul fantôme que j'ai vu dans ma vie, c'était un fantôme de chat. Vous voyez, c'est pas... J'ai très peu, dans ma vie, j'ai très peu assisté à des phénomènes paranormaux. Du moins, j'ai très peu pu les percevoir, parce que, pour des raisons je ne sais pas lesquelles, j'ai très peu assisté à ça. Donc là, je n'ai pas vu des âmes errantes dans le sens, je n'ai pas perçu de l'invisible. J'ai perçu dans les corps incarnés, dans les êtres physiques qu'il y avait autour de moi, les âmes errantes qui étaient les personnes que j'avais en face de moi. Je vais m'expliquer. Je voyais des êtres perdus, des êtres en errance. Et moi-même, j'ai été une âme errante pendant des années, des années, des années. Et je ne savais pas ce que ça... Un maître spirituel, j'étais allée dans un truc de bouddhiste et un maître spirituel parlait de l'errance et tout. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Jusqu'à ce que je le comprenne et jusqu'à ce que je le voie à l'extérieur. Et en effet miroir, je me suis vue moi-même. Et c'est là que je vais vous expliquer ça. Ce que j'ai besoin de partager d'ailleurs. Il y avait des femmes, des hommes. Des femmes qui étaient joyeuses, qui rigolaient, qui dansaient. Mais elles étaient animées par leur âme, c'est-à-dire qu'elles étaient dans une inconscience totale. Il y avait de la musique, les corps réagissaient comme automatiquement à la musique, comme à des stimuli, comme des robots. Il n'y avait aucune... En fait, il n'y avait aucune lumière dans le sens où il n'y avait aucune intelligence, il n'y avait aucun esprit derrière aucune de ces personnes. Je ne suis pas en train de juger, parce que moi-même, il fallait que je voie ça, parce que dans ces moments où, vous savez, on a besoin de se détendre, de se libérer, de se divertir, on laisse notre âme agir, on laisse notre âme s'amuser, s'acoquiner avec certaines autres âmes. Mais la plupart du temps, des cas, c'est dans un abandon total, dans une déconnexion totale avec soi-même. Je ne suis pas sûre d'être très précise dans ce que je dis. Pour que l'individu en arrive à développer un contact avec son propre esprit, même si ça, ce ne sont que des mots. À un moment donné, il doit être dégoûté de ce monde d'âmes. Parce que, bon, je voyais des âmes qui s'amusaient dans une inconscience totale. Et ce genre d'amusement, ce qui est incroyable quand on le regarde juste en étant observateur, c'est qu'on s'aperçoit que ça peut durer une éternité et que la personne, ça va lui satisfaire. Elle va croire qu'elle est satisfaite. Mais comment est-ce qu'on peut vivre une vie comme ça d'errance? Comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut suivre son âme comme ça, au petit bonheur la chance, attiré par-ci, par-là, parce qu'il n'y a aucune intelligence derrière. Et pour en revenir à cette soirée, j'ai dû partir, je ne pouvais pas rester. Je voyais des femmes vêtues, par exemple, habillées, pour s'amuser ou pour plaire. En fait, je voyais toutes les intentions qu'il y avait derrière le simple fait de se coiffer, de s'habiller. Et je ne voyais absolument que les amusements de dames
en quête d'un peu d'amusement, d'un peu de jouissance, d'un peu de séduction, d'un peu de compensation, mais de totale programmation par des mémoires. Et ça ne peut pas correspondre à l'esprit. L'esprit ne peut pas passer, l'intelligence, la lumière ne peut pas passer tant que la personne est sous cette régence magnétique de l'âme et de la mémoire. C'est absolument impossible. Ça crée une couche, une espèce de couverture et rien ne passe, aucune fréquence ne passe. Et quand j'étais à ce concert, je voyais donc tous ces gens s'amuser, écouter la musique, je les voyais comme sous une cloche, dans une bulle, comme sous une couveuse, avec leur âme, qui était en fait leur gouvernail sans en être un, parce qu'il n'y a pas de gouvernail dans l'âme, puisque ce n'est que de la mémoire, c'est-à-dire ce n'est que du connu. L'âme se détermine en fonction des expériences vécues, en fonction des traumatismes aussi, en fonction des impacts émotionnels qu'elle aura plaqués sur tel ou tel événement ou sur tel ou tel traumatisme. Elle les réagit par ces choses enregistrées du passé. Et en fait, l'être humain est prisonnier du passé, il est prisonnier de son âme. L'âme est régie par le monde des désirs, des forces d'attraction, tout ce qui est lié au magnétisme, et ainsi de suite, on accumule indéfiniment des expériences, et ça n'a pas on peut croire qu'il y a une évolution derrière. Oui, il peut y avoir une certaine évolution dans un certain stade, mais la seule et unique évolution qui compte vraiment, c'est le ras-le-bol. C'est combien de temps, combien d'incarnations, les incarnations c'est un concept, mais combien d'incarnations tu es capable de supporter jusqu'à en avoir ras le cul, d'accumuler des expériences stupides, qui mènent nulle part, qui ne mènent pas de lumière, qui ne mènent pas d'intelligence. Et comme j'en parle dans un... J'en ai parlé ce matin et je vais le mettre là juste après. Ce ras-le-bol, c'est le début de la conscience. La conscience qui germe dans l'individu. Et comment est-ce que on pourrait expliquer ce que c'est que la confiance? La conscience, c'est ce qui germe, la graine qui germe dans l'individu au moment du ras-le-bol de cette vie, de la sensation qu'il y a quelque chose, à un moment donné, qui cloche, sensation de déjà-vu, fatigue, ras-le-bol, mais pourquoi toujours les mêmes scénarios? Pourquoi toujours les mêmes problèmes se représentent dans ma vie? Voilà, ras-le-bol. Et la conscience, c'est ça, c'est donc le ras-le-bol de l'individu qui va forcément se décoller, se mettre à côté de la plaque du magnétisme de l'âme. Souvent les dépressions d'ailleurs sont comme ça, les burn-out sont des formes de décollage, décalage. Tu es à côté de la plaque. Tu comprends rien. Et dans cet état de flottement, dans ce ras-le-bol, tu ne veux plus participer à ce monde, à ces mondanités, à cette pièce de théâtre, à ces jeux de rôle, à ces jeux de personnages, à ces amusements enfantins et inutiles, à ces blagues qui n'ont aucun intérêt. Bref, dans ce décollage, dans ce lâcher-prise, il peut y avoir de l'information qui passe. De la lumière qui passe. Ça, c'est les premiers contacts avec l'esprit. Il se situe au moment où on commence, où on vit ce que certains appellent la nuit de l'âme, la dépression, la déprime, la mort, en fait, le début de la mort de l'âme. Et ce qui fait souffrir l'individu, mais parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce qui nous fait vivre des grandes fatigues, Parce qu'en fait, on est en train de changer de régime et c'est extrêmement déstabilisant. On a été sous l'empire, sous le règne de l'âme, et il y a 50 ans, ça fonctionnait très bien. Et tu pouvais construire un empire, tu pouvais construire une entreprise, devenir ou devenir une star, ou devenir un super prédateur, ou un héros, ou je ne sais quoi. Tous ces personnages qui sont les personnages
que l'âme va investir. Et tu vas collectionner des personnages comme ça et tout. Ça pouvait très bien fonctionner. Mais en ce moment, à l'heure actuelle, il y a tout un mouvement, on va dire, planétaire, cosmique, qui fait que ça fonctionne plus vraiment. Il y a un changement de régime. Et ce changement de régime, c'est que l'homme, qui était régi par l'âme, va se tourner vers la lumière, ça veut dire la vie, l'intelligence, l'esprit. Et quand je parle de vie, d'intelligence, d'esprit, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler le futur, et c'est ce que l'homme ne connaît pas. Donc là, je parle de vie, d'intelligence, d'esprit, je ne connais pas. La vie, nous ne la connaissons pas dans ce monde, dans cette expérience humaine. On se croit en vie, on n'est pas en vie, on est en léthargie. On est dans un grand rêve, dans un monde onirique d'inconscience régi par les lois magnétiques de l'âme. Et à mesure qu'on change de régime pour se tourner vers l'intelligence, on commence à découvrir la vie. Le ras-le-bol, c'est la base. La colère, c'est la base. On a tellement été lavé le cerveau, en fait, par... j'ai envie de dire, le pire, c'est la spiritualité. C'est cette espèce de propagande qui vise à gérer les esprits qui commencent... Non, les individus qui commencent à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Il faut vite leur foutre une grosse propagande, là, pour les réendormir, les réhypnotiser. Donc la spiritualité, c'est la pire chose qui soit. Et dans la programmation de la spiritualité de masse, il y a une sorte de diabolisation de la colère. Je te dis, non, il faut être zen, il faut être peace. Comme ça, tu es zen, tu es peace et tu te fais enculer, tu te fais baiser éternellement, tout en restant zen. Franchement, c'est... Bon, je vais pas assez sur ce sujet, sinon je vais m'emporter émotionnellement. Oui, la colère émotionnelle, la colère subie. En effet, tu sers de nourriture et tu te fais pomper ton énergie. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Mais au début, quand tu n'as pas encore réussi à développer la colère vibratoire, la colère émotionnelle subie, tu es un petit peu obligé de passer par là. Et de toujours tout diaboliser. Non, il faut pas être en colère, il faut garder, il faut retenir. C'est la pire chose qui soit. Donc, c'est pas bon. La colère vibratoire est la base. C'est à un moment donné de réussir à dire, à hurler, à crier de toutes ces tripes. Putain, ça suffit ce bordel de merde. Bon, là, je suis pas du tout dans... je suis pas du tout dans la colère, donc ça peut pas marcher. Ah! Pardon, le biote. Il y a un extrait qui m'a marqué dans Conversation avec le diable de Napoléon Hill, qu'on peut écouter sur la chaîne YouTube Documents rares et inédits, qui est très intéressant. Peu importe de savoir si ce diable existe, s'il y a vraiment un mec qui a conversé avec le diable. Donc d'ailleurs, il dit que le diable n'est autre qu'une énergie. C'est pas le sujet. Mais à un moment donné, le diable dit à l'humain qui est censé l'interviewer, enfin lui poser des questions, je vois, donc le diable dit à la personne, je vois que tu es un libre penseur. Donc que tu as une capacité à penser par toi-même et avoir du discernement. Mais tu ne m'impressionnes pas en tant qu'humain. Tu n'es pas pour moi une menace. Tu seras une menace, et là il lui donne la clé. C'est ça qui est très intéressant. Il lui dit,
comment est-ce que l'homme peut devenir une menace pour le diable, pourrait symboliser le monde de l'illusion, le monde de la forme, le monde de l'ego. Tu seras une menace le jour où tu apprendras à être maître de tes émotions, à maîtriser tes émotions. Et c'est là que tout se joue, dans cette maîtrise des émotions. Maîtrise qui n'a rien à voir avec le contrôle. Le contrôle qui entraîne une forme de rigidité, de discipline, de raideur et qui va amener plus de fractures au niveau de la psyché, qui va amener plus de problèmes qu'autre chose. La maîtrise des émotions, qui, là où c'est difficile, c'est que à la fois l'individu doit développer cette maîtrise et en même temps garder sa simplicité, son naturel, son authenticité et sa spontanéité. C'est très très difficile. Pour être honnête avec soi et honnête avec tout le monde, je pars du principe qu'on n'est rien du tout. Qu'on est vraiment au niveau zéro de l'évolution. Tous ceux qui se croient éveillés, ça y est, moi j'ai accompli un travail et tout, bon. Ah là, c'est très dangereux. On est au ras des pâquerettes, on est au tout début de l'évolution. On apprend tout simplement, on apprend juste maintenant à devenir maître de nous-mêmes. On est des apprentis. Et il n'y a pas à péter plus haut que son cul. C'est impossible. Vu le stade de l'évolution de l'humanité, vraiment, on ne peut pas se le permettre. Et c'est très très difficile. Enfin, parce que justement, maîtriser aussi cet ego, c'est vraiment galère. Surtout que la maîtrise et le tout démarrage de l'apprentissage de la maîtrise, ça arrive après déjà un énorme processus de travail, de cohésion. Parce que le problème, c'est que quand on arrive au monde, quand l'âme s'incarne dans le corps, elle est traumatisée, l'individu est traumatisé. Il est fracturé au niveau de sa psyché, il a une altérité, il a plein d'alter-ego, et à chaque alter-ego, il y a un petit ego qui pilote. Donc déjà, pour arriver à créer une certaine cohésion au niveau de cette altérité, à recoller les morceaux, c'est déjà un travail énorme. Et c'est une fois que ce travail de cohésion, de recolmatation, non ça se dit pas, de fusion de ces altérités, que le travail de maîtrise peut commencer. Et le travail d'ajustement. Je vais faire une petite parenthèse sur l'altérité, sur le traumatisme. C'est un sujet qui me concerne et me préoccupe beaucoup. Je vais parler de ce point essentiel que j'ai absolument besoin d'évoquer et aussi d'enregistrer, parce que je me suis aperçue que le fait d'enregistrer des informations, ça avait pour effet d'acter l'information. C'est-à-dire, quand je parle d'un sujet, quand je verbalise, quand j'entre en vibration sur un sujet, on va dire, c'est comme si je le validais en moi. Et quand je l'enregistre, c'est encore plus puissant. Je ne peux pas développer plus là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose moi-même, je suis en train de le découvrir. Et c'est extrêmement puissant. Donc, le point très important que je veux évoquer, c'est le lien que nous avons tous à la culpabilité, qui est en fait le pire des poisons, poison que je veux
évoquer sans dramatiser, sans polariser là-dessus. Hein. Quand je parle de poison, je veux dire de frein, de glu, de colle, de ralentissement. Bon, la culpabilité. Et voilà. Voilà. À l'origine, à compter que... Oui, le pioche. À l'origine, à compter qu'il y a une origine, c'est une façon de parler. Notre âme était dans un plan plus ou moins unifié, qui était plus ou moins en lien avec les plans de la vie. L'âme, pour je ne sais quelle raison, franchement je ne sais pas, elle a été attirée par ce plan d'expérience. Je ne sais pas pourquoi elle a été attirée. Une sorte de force magnétique est entrée en résonance avec elle, parce que l'âme, c'est d'une matière. C'est une matière magnétique. C'est comme un nuage fait d'aimants. Bon, c'est pas très précis ce que je dis. C'est un nuage magnétique. Et ce nuage est entré en résonance, a été attiré par ce champ expérientiel qui est lui-même fait d'aimants. Vous allez dire, c'est extrêmement naïf ce que je dis, et j'assume complètement la naïveté. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de voir les choses de manière plus précise que ça. Et là, l'âme, elle a commencé à descendre dans cette matière, dans cette densité, dans ce champ expérientiel. Sauf que, je ne sais pas trop pour quelle raison, le lien que cette âme avait avec son plan d'origine, qui ce plan d'origine était lui-même en lien avec les plans de la vie, ça a été coupé. Et l'âme s'est retrouvée dans le corps, incarnée dans un corps de chair, mais sans savoir d'où elle venait, sans plus savoir d'où elle venait. L'enfant bébé, l'âme incarnée dans le corps bébé, pouvait peut-être encore avoir des liens avec son plan d'origine, ce qui a pu permettre à l'enfant de se maintenir dans une sorte de bulle protectrice. Mais bon, pas trop protectrice parce que très tôt, très vite, l'enfant va être traumatisé. Les traumatismes de l'enfance vont finir de couper définitivement le lien que l'âme avait avec son origine. Le traumatisme crée une altérité dans l'individu. Donc l'individu au début il est un et après il devient multiple. Il a des alter-égos. Les alter-égos sont créés suite au choc. Le choc est trop insupportable à supporter pendant le traumatisme, donc il y a un alter-ego qui se crée, une personnalité, une altérité. Et l'individu grandit avec ses altérités. À chaque altérité, chaque alter-ego va correspondre à un petit ego. L'ego va lui-même se fragmenter. L'âme est fragmentée, l'ego se fragmente. Et c'est pour cette raison que vous avez par exemple des personnes, enfin je veux dire on est tous fragmentés, on est tous altérés, mais à des niveaux plus ou moins différents. Mais il y a certaines personnes par exemple qui sont extrêmement fragmentées. Dans les cas les plus graves, les fragmentations, c'est ce qui va générer les formes de possession, c'est-à-dire des entités externes à l'individu, qu'on pourrait appeler astrales, vont venir chapeauter l'alter-ego. Comme la personne est fragmentée, c'est facile, vu qu'elle ne s'appartient plus elle-même, que des parties d'elle-même soient chapeautées par des entités externes. C'est la raison pour laquelle, dans le show business, il y a le programme MK Ultra, et tous ces trucs-là que je ne vais pas aborder parce qu'il y a déjà trop de gens qui ont parlé de ça et c'est pas la peine.
le problème dans cette vie, c'est que déjà, pour comprendre qu'on est fragmenté, comprendre qu'on a un problème, c'est déjà énorme. Et déjà, très peu de personnes le réalisent. Parce que les personnes alternent un alter ego à un alter ego, et toute leur vie est une programmation, comment on dirait, un génèrement, non ça se dit pas, une génération, non, oui, une génération d'alter ego. La femme, à un moment donné, va avoir un enfant, ça va générer l'alter ego mère. Mais tout ça qui découlera directement du traumatisme de base. Le traumatisme de base, c'est que c'est l'âme qui a perdu son origine, qui ne sait plus d'où elle vient. Ça, c'est le traumatisme de base. C'est un traumatisme, c'est pas évident d'y avoir accès. Encore, on peut avoir accès à des traumatismes dans l'enfance parce qu'on a des souvenirs. Mais le traumatisme originel, on n'était même pas encore incarné quand l'âme a été coupée. Donc c'est très difficile d'y avoir accès. Le gros problème, c'est que le traumatisme originel de base, de cette coupure de l'âme avec son origine, va générer dans l'âme la blessure de culpabilité. La blessure de culpabilité, c'est celle que nous avons tous. Elle est située dans une boîte noire auquel on n'a presque pas accès, justement parce qu'elle est liée à ce traumatisme originel. L'âme se sent coupable. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été... Pourquoi... Elle ne sait plus d'où elle vient. Elle souffre de ne plus savoir d'où elle vient, de ne plus avoir de lien avec son origine. Elle ne sait pas pourquoi et elle se sent coupable. C'est une réponse, on va dire, naturelle, entre guillemets, à ce traumatisme. Exactement comme par exemple des victimes de viol vont se sentir coupables. C'est ça qui est vraiment difficile à pouvoir comprendre, qu'une victime de viol se sent coupable d'avoir été violée. Elle se sent fautive. Cette blessure de culpabilité de base, originelle, est la programmation suprême et la plus difficile à désamorcer. C'est elle qui conditionne la plupart de nos comportements, qui va faire qu'on va avoir besoin d'être aimé, de compenser à travers des activités qui sont bien souvent masochistes. Le travail extrême, le travail fatigant, une hyper-sociabilisation, le besoin de toujours être avec les autres, la difficulté à être seul, le rapport à la nourriture, le rapport à la sexualité aussi, qui, dans la plupart des cas, est un phénomène de compensation. Bon, j'aborderai tous ces sujets peut-être une autre fois, parce que c'est vrai que c'est très complexe. Mais je voulais revenir sur cette blessure de base originelle, à savoir la culpabilité. C'est le cœur même, insondable, de notre glu indéfectible, indécollable avec ce monde matriciel magnétique. À cause de cette blessure de culpabilité de base, il y a tout un tas d'interdictions, de barrières, de limites, et de comportements masochistes qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et il y a tout un tas de, j'allais dire de liberté, mais j'aime pas ce mot, tout un tas de formes d'expression qu'on ne se permet pas. Et pourtant, c'est dans l'expression, c'est dans la parole, dans le cri, dans le verbe, dans le rire, que le travail, la transformation s'opère. À mesure que l'individu reprend la maîtrise de lui-même, reprend la maîtrise de ses émotions, reprend la maîtrise de son organe mental de réception,
C'est-à-dire que vous n'acceptez plus que n'importe quelle pensée vous vienne. Vous développez une méditation intérieure. Non, ça c'est con. Vous développez une certaine rigueur dans la gestion de vos pensées. Vous restez centré sur ce qui vous fait évoluer. Parce que les pensées peuvent nous faire involuer. Toutes les pensées de type autosabotage, de ressasser, de tourner en boucle, ressasser, tourner en boucle, nourrir des peurs ou des formes d'obsession, ça fait dégénérer en fait l'organe mental. D'ailleurs, toutes les maladies de dégénérescence, bon, ça le fait dégénérer. Donc, quelle pensée vous acceptez dans votre mental? Quelle pensée vous permet de faire vivre, de faire vibrer votre mental? À mesure que vous récupérez cette maîtrise, vous allez avoir besoin de vous exprimer, vous allez avoir besoin de parler, de verbaliser, de vibrer, et ainsi de vous développer en tant qu'être plus que sensible, en tant qu'être vibratoire. Et l'être vibratoire, c'est l'être qui développe sa multidimensionnalité. La multidimensionnalité, c'est l'être qui prend contact avec les intermédiaires subtils qui le relient à son esprit. Parce qu'en soi, on n'a pas de contact direct avec l'esprit, on a des intermédiaires subtils, des sortes d'organes de réception ou de gestion de l'information qu'on crée vibratoirement dans l'invisible et avec lesquels on prend contact, on a contact. Et à mesure qu'on se développe, on améliore la qualité du contact avec ces formes subtiles. Et là, j'aborde aussi quelque chose de très délicat. Une des raisons pour lesquelles je souhaite développer des conversations, alors au début je voulais les enregistrer et les mettre sur YouTube avec d'autres personnes où, bon, en fait elles vont rester privées, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Un des sujets aussi que j'ai besoin d'aborder et de partager avec ceux qui le voudront bien, c'est l'aspect extrêmement déstabilisant du contact avec, bon, ce que certains appellent le double, d'autres l'ajusteur de pensée. Bon, tout ça c'est des formes. À un moment donné, il faut les transformer, les ajuster en fonction de notre sensibilité propre. On ne va pas récupérer les formes extérieures, les jouets des uns et des autres. On ne va pas prendre les jouets de Bernard de Montréal, les jouets de Iso, de Daniel Kampf et jouer avec. Tu crées ta matière parce que tu crées toi-même tes propres organes de perception et de réception et de vibration. Bon. Là où c'est extrêmement déroutant, c'est que ce qui a trait avec le contact vibratoire se perçoit quasiment pas. En fait, il n'y a presque pas de sensation. Nous, on a été habitués, conditionnés avec notre monde magnétique, notre monde de sensations, notre monde de passion, notre monde d'attraction fusionnelle, d'expérience force, d'adrénaline, de peur, d'angoisse, de doute, à ressentir très fortement les différentes émotions dans notre corps. La peur, ça fait mal au ventre, la joie, ça nous fait nous sentir tout léger, comme un petit papillon qui vole, l'amour astral, le coup de foudre, ça nous fait les effets de la drogue. Alors ceux qui vivent aussi, moi je n'ai pas vécu, mais les expériences de mort imminente parleront de l'amour inconditionnel. Tout ça c'est de la sensation astrale, tout ça c'est des stimuli qui sont envoyés. C'est de la sensation astrale, c'est de la sensation matricielle. Ce monde c'est un jeu expérientiel, c'est comme un grand parc d'attractions où tu vas ressentir plein de choses très fortes. Et à chaque fois que tu sentiras un truc fort, tu croiras que c'est réel, c'est ça la vie. Tu te sentiras en vie. Le nombre de femmes, ou d'hommes, mais moi je parle de femmes parce que j'en suis une et que je suis plus sensible à ça.
Le nombre de femmes qui croient qu'elles ont trouvé l'amour quand elles ont un coup de foudre, quand elles se sentent magnétiquement attirées par quelqu'un, elles croient que c'est l'amour. C'est pas l'amour. C'est juste de la sensation. Le nombre de femmes qui confondent l'attirance sexuelle ou magnétique pour un homme avec l'amour, ça n'est pas l'amour, ça. Ce n'est que de la sensation. Bon, les hommes, oh, je fais des grandes généralités, mais bon, comme les hommes, ils ont leur sexe qui réagit très très rapidement. Ils apprennent très vite que bon, c'est pas parce que tu bandes pour une femme que c'est pour autant de l'amour. Mais les femmes, c'est plus subtil. Les femmes, et en plus, elles sont programmées au prince charmant et tout. Bon, bref, on s'en fout. Recentrage, s'il vous plaît. Ces contacts sont quasiment pas perceptibles. Il n'y a quasiment pas de sensation, il n'y en a même pas la plupart du temps. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a un contact ou pas? En fait, on ne le sait pas. Et c'est là qu'il y a l'épreuve de l'ego qui arrive. Parce que l'ego, il est déstabilisé. Ça, c'est l'étape de déstabilisation de l'ego. L'ego est calibré sur l'âme, donc habitué à, quand il y a une sensation, ah, ça c'est ça c'est ça, à tout classifier. Mais là, on rentre dans quelque chose où il n'y a pas de sensation. L'ego est très déstabilisé. Et l'ego veut tout faire pour se récupérer. Donc, à un moment donné, ah là, je me suis senti vibrer. À ce moment-là, je vibrais. À ce moment-là, j'étais en contact avec mon double. Et après, pendant 3 semaines, il n'y aura plus rien. Parce que c'est nécessaire, tout ça, pour déstabiliser l'ego, pour qu'il soit perdu, pour qu'à un moment donné, il soit carrément, qu'on lui coupe le clapet directement, complètement. Parce qu'à partir du moment où la personne se dit « Ah là, ça y est, là j'ai avancé, là j'ai fait un progrès, ah là j'ai capté quelque chose », il y a une récupération. Donc après, en fait, on fait 3 pas en arrière. On est obligé de reculer parce que il y a eu une récupération. Alors que ce qui a trait avec l'intelligence, l'esprit, tout le bordel, enfin le bordel, c'est que c'est pur. C'est pur. Et c'est comme l'eau. L'eau qui coule, elle est pure. L'eau qui coule, elle est pure. L'eau qui stagne, elle est pourriture. Et l'ego, lui, il veut tout faire pour prendre de l'eau qui coule et la mettre dans son bocal. Donc, à un moment donné, il va y avoir des situations qui vont se présenter dans la vie, qui vont être de l'ordre de choc, qui pourront d'ailleurs faire remonter des traumatismes, revivre certains traumatismes, qui vont être des chocs, qui vont viser à montrer à l'individu la violence de son ego. Parce que la prédation, la violence, c'est l'ego. Parce qu'il n'y a rien de plus violent que de vouloir garder quelque chose. Mon précieux, c'est ça la violence. Je vais faire une petite parenthèse sur la violence. Ma chienne qui fait partie de mon... On va dire de mon initiation, bon c'est un terme un peu cucu mais je veux dire comme ça, elle m'a montré beaucoup de choses. Elle m'a montré la violence. Elle a croqué une brebis. Elle avait du sang rouge sur sa robe blanche. Est-ce que c'est ça la violence? Elle me l'a montré. Elle m'a montré aussi, une fois, elle a sauté sur une dame qui avait peur. Parce que, bon, elle vibre, elle est attirée comme une sorte de drogue par la peur. Dès qu'elle sent de la peur, elle y va, elle attaque. C'est aussi parce qu'elle veut désamorcer. Bon bref, elle a mordillé au mollet cette dame. Et la dame était traumatisée. Et moi, j'ai été aussi choquée. Choquée dans le sens traumatisée, c'est-à-dire que le temps s'est arrêté. Je ne comprenais pas ce qu'elle avait fait. J'étais dans cet état de plane qu'on a exactement quand on vit un traumatisme. On n'est plus nous-mêmes. C'est dans ces moments-là, dans l'enfance, que justement l'alter ego est créé. Et j'étais plus moi-même, j'étais dans un hors-temps. Et j'ai vu le sang, à un moment donné, du sang s'écouler du mollet à l'endroit où il y avait les 2 dents. Elle n'avait pas mordu fort. Et la vue de ce sang m'a complètement
bouleversée. D'ailleurs, je suis restée bloquée 2 jours comme ça. Et c'est ce qui ensuite a entraîné le fait que j'ai supprimé mes vidéos. Parce que, en fait, rétrospectivement, en regardant mes vidéos, je ne voyais qu'une chose, c'était cet ego. L'ego, 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 qui voulait se récupérer, garder pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que la violence, c'est-à-dire la violence de cette morsure, c'est moi qui considère que c'est une violence, parce que je projette, parce que j'ai besoin de projeter, depuis mon intérieur, de me projeter un film sur la réalité pour voir quelque chose que j'arrive pas à voir. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Ce que j'arrivais pas à voir, c'était la violence de l'ego. Donc il y a eu cette blessure, cette morsure, pour que je voie la violence de l'ego. C'était l'ego qui se manifestait, mais en soi, c'était pas violent en tant que tel, dans l'absolu, d'un point de vue purement objectif. Cette blessure pouvait s'expliquer, cette attaque pouvait s'expliquer par tout un tas de contingences. Et par aussi une mauvaise gestion que j'avais de ma chaîne, que je viens d'adopter et que je ne maîtrise pas complètement encore. Un peu à l'image de mes émotions, que je ne maîtrise pas complètement. Bon, ça, c'est le point de vue objectif. Mais du point de vue subjectif et de ce que moi j'avais besoin de voir, c'était la violence de l'ego. Donc j'ai tout supprimé. Parce que c'est un frein, c'est un blocage. Tant qu'il y aura encore cet ego qui veut garder, qui ne peut pas supporter le flot, qui ne peut pas supporter l'instabilité, l'impermanence de la vie, qu'est la vie, et qui veut figer, qui veut garder des formes, qui veut avoir ses acquis, qui veut avoir ses repères. Tant qu'à ça, alors l'information, la pure information, la lumière ne peut pas passer. Elle est bloquée. Et le contact ne peut pas s'opérer. Le contact vibratoire ne peut pas s'opérer. C'est là ensuite qu'on en arrive au piège spirituel, de vouloir supprimer l'ego, de vouloir l'éradiquer. Ça, c'est encore une forme de volonté égotique de vaincre quelque chose qui ne peut pas se vaincre, puisque l'ego fait partie intégrante de nous, on ne peut pas le supprimer. Et c'est là que on doit pouvoir comprendre la nécessité de calibrer l'ego sur la fréquence de l'esprit. Donc en gros, de changer l'ego de maître. Avant, l'ego était au service de l'âme, des désirs, des appétits, des pulsions, de ses forces inconscientes. Et ensuite, il va se mettre au service de l'intelligence de l'esprit. Et c'est ça la grande difficulté, le grand écart et le grand processus de transformation qui en soi nous est demandé. D'où l'importance de la parole, puisque la parole, c'est de la vibration, et c'est un outil qui peut nous permettre justement d'apprendre, de pratiquer l'ajustement de l'ego sur l'esprit. Quand vous parlez, et encore mieux quand vous vous filmez, quand vous vous enregistrez, quand vous écoutez votre voix, vous pouvez percevoir toutes les formes qui sont à l'œuvre en vous, toutes les forces et les formes qui sont à l'œuvre en vous, et vous pouvez, par cet effet miroir, par ce retour sur vous-même, apprendre cette maîtrise, apprendre cet ajustement qui en soi n'a pas de limite, qui est en constant développement, en constante transformation, et qui peut vous amener aussi à vous surprendre vous-même et à découvrir, à apprendre de vous-même. Donc, c'est en ce sens qu'on peut parler d'initiation, et dans la vie, des situations difficiles vont venir choquer l'individu, le secouer, pour qu'il se rende compte, pour qu'il prenne conscience, et qu'à un moment donné, il y ait cette colère qui arrive. Ça suffit. Ça suffit de vivre éternellement ces expériences, de vivre éternellement ces situations. Utilisons chaque situation, chaque confrontation, comme un moyen pour prendre contact avec le vibratoire. Ça, c'est des réflexes à adopter. Confrontation qui arrive, plutôt que
d'être dans la fatalité, dans l'émotionnel aussi, et dans la culpabilité, dans l'incompréhension, dans l'autoflagellation, tout de suite développer ce réflexe « Ah, je suis en train de vivre une initiation, c'est une opportunité pour moi de développer mon contact. » On peut personnaliser ce contact en disant le double du futur, après tout. Pourquoi pas, dans un premier temps, on personnalise. C'est une forme, c'est une forme subjective. Mais ça peut être un support qui, dans un premier temps, crée une sorte de cadre, qu'ensuite on pourra détruire, mais qui peut être nécessaire dans un premier temps. Vous vous dites, voilà, il y a une emmerde qui arrive dans la vie. Bon, je vais établir, ça va me permettre d'établir le contact avec mon double. C'est très facile à dire comme ça, mais après, comme chaque situation est particulière et différente, ça va faire appel à votre intelligence. Soit vous décidez de subir et de vous autoflageller et de vous entretenir dans une forme déjà connue, parce que la flagellation, la culpabilité, le fait de se dire « Ah, j'ai vraiment une vie de merde » ou machin, ça c'est de la mémoire, c'est de la programmation, c'est déjà existant. Et c'est une forme de confort. Il y a la plupart des gens, ceux qui se plaignent tout le temps, c'est parce qu'ils trouvent un confort là-dedans, dans ces formes connues. Ils ne supportent pas de remettre en question la situation. Ou soit vous choisissez l'intelligence, c'est-à-dire vous acceptez de ne pas comprendre ce qui vous arrive, mais vous savez au fond de vous qu'il va y avoir un enseignement subtil derrière. Et là, à partir de là, la vie devient extrêmement intéressante.